En 1989, la famille Rogers fait partie de la communauté de Wilshire en Ohio, aux États-Unis. En cette année, Wilshire est une petite ville de à peu près un petit peu moins de 600 habitants. La plupart d'entre ces habitants sont des fermiers, des ouvriers d'usine, dans quelques petites entreprises qui sont contenues dans cette ville. La famille Rogers, qui nous intéresse pour ce fameux récit de l'ombre, est composée de 4 personnes. Nous avons le père, Hal, la mère, John, J-O-A-N, qui d'ailleurs préfère se faire appeler Joe, tout simplement. Et ils ont tous les deux 36 ans, et ils ont 2 filles, qui sont Michelle, qui a 17 ans, et Christy, qui en a 14. Quelle est l'histoire qu'ils ont vécue et pourquoi est-ce que cela a mérité de faire partie des récits de l'ombre? C'est ce que je vous laisse découvrir dans un instant. Alors si vous avez été attentif et si vous avez écouté l'âge des enfants, vous vous doutez bien que le couple était relativement jeune lorsqu'ils ont eu leurs enfants. Et c'est tout à fait exact. Hal et Joe se sont connus au lycée. Elle est extravertie, elle est populaire. Lui, il est beaucoup plus réservé, silencieux, mais ils se complètent bien et ils s'entendent très bien. En dernière année de lycée, Joe tombe enceinte de Michelle, donc, et après avoir obtenu leur diplôme, le couple se marie et s'installe dans une ferme laitière, donc producteur de lait, pour commencer leur vie ensemble. Quelques années plus tard, donc, Christy voit le jour. Alors, comme vous le savez sûrement, et surtout aujourd'hui, vu le monde de l'agriculture, le travail de ferme, c'est très dur, ça ne paye pas toujours très bien. Donc, pour pouvoir joindre les deux bouts, Joe se voit obligée de trouver un second emploi. Donc, elle travaille de nuit dans une usine où elle conduit un chariot élévateur à fourche, et puis elle travaille aussi à la chaîne de montage. Mais même si la vie n'est pas facile, la famille Rogers reste très positive, très optimiste, et c'est une famille aimante, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin d'argent pour s'aimer. Et les filles sont très populaires à l'école, elles sont très gentilles, elles se font facilement des amis, et lorsqu'elles sont à la maison, elles s'amusent avec des animaux de la ferme qu'elles adorent, et les parents, eux, chaque semaine, ils trouvent un petit moment pour s'éclipser tous les deux et pour prendre un petit déjeuner ou un dîner ensemble, en amoureux, etc. Mais, courant 1989, ce bonheur bien simple vient à se lézarder parce qu'on découvre que John, qui est donc le frère de Hal, et qui vit dans une caravane qui est sur leur propriété, a tout simplement agressé Michelle durant les 3 dernières années. Michelle n'avait pas osé en parler à personne parce que l'oncle John avait menacé de la tuer si elle en parlait à qui que ce soit. Mais par hasard, on a découvert des photos relativement inappropriées dans la caravane de John, et là, tout a éclaté. Et on a tout le mal du monde à éviter que John ne tue son frère sur place, parce que bien entendu, c'est sa première réaction. Et donc, John est envoyé en prison pour une très longue période. On ne badine pas avec ce genre de crime aux États-Unis. Mais même si John est envoyé en prison, ce genre d'agression laisse des traces et peut faire naître certains conflits. Alors, Michelle, elle est bien entendu psychologiquement très fragilisée par cette agression qu'elle a quand même subie pendant plusieurs années, et elle culpabilise également beaucoup, comme c'est le cas pour la plupart des enfants qui ont été violés ou qui ont été abusés sexuellement. Mais les choses se compliquent encore plus lorsque la mère de Hal et John, donc la grand-mère paternelle, se range du côté de John. D'après elle, Michelle ment, c'est elle qui a piégé John, et elle n'hésite pas à le crier haut et fort et publiquement. Et donc la rumeur se répand un petit peu dans la ville, qui est, comme je vous l'ai dit, relativement petite. Donc tout ça, ça n'arrange pas la guérison de Michelle, qui culpabilise encore plus, et c'est comme ça qu'apparaît cette fameuse idée de prendre des vacances. Alors, les parents se mettent d'accord sur le fait qu'on est obligé, il va falloir emmener les enfants loin de la ferme, loin du drame, et leur donner le temps de redevenir un petit peu des enfants, de souffler,
de leur permettre de libérer un peu de stress, même si ce n'est que pour quelques jours, cela leur fera le plus grand bien. Comme on ne peut pas laisser la ferme vide et que cette famille n'a pas les moyens de se payer quelqu'un pour reprendre la ferme pendant qu'ils partent en vacances, Hal décide donc de rester à la ferme et de continuer à travailler. Joe et les filles peuvent donc prendre des vacances entre elles. Ce sera un voyage entre filles, ce qui est de toute façon est sûrement mieux, hein, parce que comme ça elles peuvent parler de certaines choses qui peuvent être peut-être plus délicates à parler si Hal est là. Les filles, elles sont ravies, elles sont jamais parties en vacances, Joe et Hal non plus d'ailleurs. Donc les filles et Joe planifient ses vacances, il leur faut trouver un endroit où aller qui n'est pas trop cher, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on ne roule pas sur l'or. Il faut que ce soit un endroit qu'on puisse atteindre en voiture, pas être obligé de prendre des avions, etc. Donc le budget c'est un peu serré, il faut maximiser ce qu'on veut voir, ce qu'on veut faire, trouver une route, un chemin, etc. Alors les filles optent pour aller en Floride, qui en fin de compte n'est pas très cher, et pendant plusieurs semaines, elles planifient leur itinéraire en maximisant justement les possibilités de visite, à la fois pendant le voyage, donc quelle route prendre pour vraiment profiter du plus possible, et puis une fois arrivé à destination, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Enfin, le 26 mai 1989, c'est le grand jour qui est arrivé. Les filles, les femmes, la femme et les filles, bon, on va les appeler les filles, c'est plus simple. L'heure est venue pour les filles donc de partir en voyage. C'est un voyage qui devrait les occuper jusqu'au 3 juin, date prévue de leur retour. Elles disent donc au revoir à Hal, montent dans la voiture berline familiale bleu clair et se mettent en route. Le trio roule vers le sud, donc pendant environ 8 heures sur la I-75. Elles traversent l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee, jusqu'à la Georgie. Là, elles vont trouver un motel. C'est un petit peu comme un hôtel, mais c'est meilleur marché. Et puis, elles y passent la nuit. Le lendemain matin, elles se lèvent tôt et elles terminent donc leur voyage jusqu'en Floride. Les 2 jours suivants, elles vont suivre leur itinéraire, elles vont dans des parcs d'attractions, dans des zoos et dans d'autres attractions qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle le Sunshine State, c'est-à-dire l'état du soleil. Elles s'amusent beaucoup et en fait, 3 jours plus tard, le 29 mai, Joe envoie une carte postale à Hal dans laquelle elle dit en plaisantant « Oh là là, les filles me traînent dans tout l'état, mais qu'est-ce que je vais faire de ces puces hyperactives ?» Donc, Hal comprend très bien que les 3 filles passent un moment merveilleux ensemble, elles s'amusent comme des folles et tout est parfait. Le 1er juin, les filles quittent Orlando pour se rendre à Tampa où elles ont prévu d'aller s'amuser dans un dernier parc d'attractions avant de faire demi-tour et de commencer à repartir vers l'Ohio. Les jours passent, le 3 juin arrive, donc la date de leur retour, mais personne ne rentre. Alors, souvenez-vous, on est en 1989, il n'y a pas de téléphone portable, et puis Hal ne s'inquiète pas outre mesure, parce que déjà, comme je l'ai déjà dit, il est plutôt du genre à être calme et réservé. Et puis, il se dit que Joe et les filles ont décidé de rester un petit peu plus longtemps en Floride, un jour de retard sur un si long trajet, parce que c'est très loin. Il n'y a rien d'alarmant, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours... On ne peut pas toujours prévoir tout à la seconde près. Quand c'est de longs voyages comme ça en voiture, il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir plein de trucs. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais les jours passent et personne n'arrive. De plus, il n'a reçu aucune carte postale qui pourrait indiquer qu'elle prolonge leur séjour. Or, elle l'aurait fait. Si elles avaient décidé de rester quelques jours de plus, elle lui aurait envoyé une carte postale. Ne t'inquiète pas, petit papounet, on reste 2, 3, 4 jours de plus et on rentrera le 6, 7, 8. Mais rien du tout, absolument rien. Donc, le 6 juin, Hal se rend à la police et signale la disparition de sa famille. Alors, l'enquête de police commence lentement, parce qu'encore une fois, on est en 1989 et beaucoup de ces choses pouvaient arriver relativement fréquemment et on ne pouvait pas se prévenir aussi facilement qu'on le peut aujourd'hui. Donc, les gens avaient quand même plus de largesse par rapport à ce genre de choses. Et donc, la police pense un petit peu comme Hal au début que les filles ont décidé de rester en vacances un peu plus longtemps. Et puis aussi, ça peut être aussi parce qu'elles ont besoin de plus de temps avant de revenir dans cette ferme qui, quand même, abrite des souvenirs terribles pour Michel. Donc, peut-être qu'elle était
pas trop pressé de remettre les pieds dans l'affaire, mais ce qui pourrait être parfaitement logique. Maintenant, on va faire un petit saut dans l'espace et dans le temps. Donc, dans le temps 2 jours, le 8 juin, et dans l'espace à Tampa, en Floride. Ce matin-là, la femme de chambre d'un motel de Tampa remarque qu'il y a quelque chose de bizarre dans la chambre 251. Elle l'avait nettoyé plus tôt dans la semaine, parce que dans un motel, ils font pas le ménage tous les jours, c'est pas un hôtel. Donc, elle l'avait nettoyé plus tôt dans la semaine, elle avait fait les lits, mis les serviettes en place, déplacé les bagages des occupants sur les chaises et les tables, de sorte à ce que tout ça soit bien rangé. Quand elle revient la semaine suivante pour refaire le ménage, la chambre est exactement dans le même état. Exactement. Rien n'a bougé. Les lits sont toujours faits, les serviettes n'ont pas été touchées et les bagages sont disposés dans la pièce exactement comme elle l'avait fait. Elle en parle à son directeur parce que c'est quand même un peu bizarre et le directeur trouve que la situation est suffisamment étrange pour appeler la police et lui en faire part. La police de Tampa se rend à ce motel et découvre que la chambre 251 est enregistrée au nom de personnes disparues, John Rogers et ses 2 filles, donc Michelle et Christy. Le gérant du motel regarde ses papiers, déclare que le trio s'est enregistré le 1er juin, mais qu'ensuite, personne ne les a vus. La police fouille leur chambre et trouve leur appareil photo. Ils développent la pellicule parce qu'on n'était pas à l'ère numérique et constatent que les 2 dernières photos ont été prises à l'intérieur de cette chambre de motel. L'une de ces photos, que vous pouvez voir à l'écran, montre Michelle accroupie en train de fouiller dans sa valise, comme si elle se préparait à sortir, etc. Et l'autre, que vous voyez maintenant à l'écran, a été prise depuis l'intérieur de la chambre et il s'agit de la vue depuis le balcon de la chambre vers la baie de Tampa, alors que le soleil commence à se coucher. Alors la police fouille le reste de la chambre, mais elle ne trouve rien d'autre. La seule chose qu'ils peuvent constater, c'est que les 3 filles ne sont pas là. La police commence à fouiller la région en partant du motel comme point central et elle trouve rapidement la voiture de Joe qui est garée à 1 km du motel près d'une rampe de mise à l'eau, là où on met les bateaux à la mer. Mais la voiture est vide et Joe et ses filles sont introuvables et à première vue, il n'y a absolument rien qui puisse indiquer où elles ont pu aller et où elles sont passées. En y regardant de plus près, donc, la police trouve 2 brochures sur le plancher de la voiture. Et sur chacune d'entre elles, il y a quelques mots écrits. Sur la première brochure, on peut y lire une note qui vient de la main de Joe, qui est écrite par Joe, c'est très clair, et qui indique la direction à prendre pour se rendre là où la voiture est garée, près de cette rampe de mise à l'eau, donc. Sur l'autre brochure, l'écriture n'est ni celle de Joe, ni celle de ses filles. C'est une écriture totalement inconnue qui indique la direction à prendre pour se rendre au motel où Joe et les filles séjournent ou séjournaient. Donc la police ne peut bien entendu pas identifier l'auteur de l'écriture inconnue et il commence donc à se concentrer sur la note que Joe a écrite, c'est-à-dire les indications pour se rendre à la rampe de mise à l'eau. Et plus précisément, ils examinent les 2 derniers mots de la note, là où elle a écrit bleu et blanc, blue and white. Les enquêteurs supposent que ça signifie que lorsqu'elle se rendait à cette rampe de mise à l'eau, en suivant ses instructions, elle devait chercher quelque chose de bleu et blanc. Et qu'est-ce qui serait bleu et blanc à une rampe de mise à l'eau ? Bien entendu, c'est un bateau. Alors, c'est à ce moment que la police fait un terrible rapprochement. 4 jours plus tôt pour être précis, les gardes-côtes ont fait une terrible découverte dans la baie, à environ 25 000 marins, donc un peu plus de 45-46 km, de l'endroit où la voiture de Joe a été trouvée. Il faudra 3 ans pour rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre ce qui est arrivé à Joe, Michelle et Christy. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va faire un petit retour dans le temps. On va remonter donc au matin du 1er juin 1989, où elles prennent la voiture et quittent Orlando pour se rendre à Tampa. Une fois arrivées à Tampa, elles ne trouvent pas leur motel. Joe s'arrête sur le bas-côté, parce qu'il n'y avait pas de GPS non plus, et elle sort sa brochure qui contient une carte de la région. Alors qu'elle est en train d'étudier cette carte et essaie de comprendre où elle se trouve, comment et pourquoi,
il y a un homme qui s'approche de la voiture. Il a environ la trentaine, il est de taille et de corpulence moyenne, il a les cheveux blonds, une moustache, il est relativement banal et pas menaçant du tout. Il s'approche de la voiture côté conducteur, Joe baisse sa vitre et lui demande « Vous êtes perdue, madame? Je peux voir que vos plaques sont immatriculées en Ohio, que vous êtes arrêtée ici avec une carte sur les genoux, donc je suppose que vous êtes perdue. Je suis de la région, est-ce que je peux peut-être vous aider ?» Joe répond « Oui, en fait, bah oui, oui, excusez-nous, nous sommes perdus, nous ne trouvons pas notre motel. Je sais, c'est stupide, mais savez-vous où se trouve ce motel-là ?» Alors, l'homme jette un œil sur l'adresse et lui répond « Oui, bien sûr, tenez, donnez-moi cette brochure, je vais vous noter les indications. » Donc Joe lui tend sa brochure, un stylo, et il écrit les indications pour aller au motel. Après lui avoir rendu la brochure, Joe le remercie bien gentiment et l'homme sourit gentiment et lui dit « Mais est-ce que vous aimeriez venir sur mon bateau ce soir, toutes les trois, et regarder le coucher de soleil sur l'eau? C'est magnifique dans cette baie. Si vous le voyez depuis l'eau, depuis le bateau, c'est vraiment une vue superbe. Et voilà, comme ça vous fera un souvenir de plus. » Ah bah oui, bien sûr, merci, oh merci beaucoup. Joe et ses filles trouvent que cet homme est tellement sympathique, serviable. Oh là là, mais c'est merveilleux. Donc l'homme leur dit, bah, écoutez, c'est super, j'ai hâte de vous voir. Et il donne à Joe des indications pour se rendre à la rampe de mise à l'eau, où se trouve son bateau. Et elle prend les notes sur l'autre brochure, pendant qu'il parle, et lui dit aussi, ben, lorsque vous arriverez, vous chercherez mon bateau, c'est simple, c'est le seul, il est bleu et il est blanc. Et donc Joe note bleu et blanc. Joe remercie l'homme non seulement pour leur avoir donné les indications, mais aussi pour avoir eu la gentillesse, la générosité de les inviter sur son bateau, c'est quand même rare quand on habite à la campagne en Ohio. Donc Joe et ses filles suivent les indications pour aller jusqu'au motel, elles y arrivent vers 12h30, donc 12h30. Elles s'enregistrent et ensuite on ne sait pas vraiment ce qu'elles ont fait le reste de l'après-midi. Il n'y a aucune information sur le sujet. Peut-être sont-elles allées au bord de l'eau ou voir la ville, on ne sait pas. On retrouve leurs traces à 19h30 lorsqu'on les voit quitter le restaurant du motel. Ensuite, elles montent dans leur chambre pour se préparer à leur sortie en bateau avec leur nouvel ami. Et pendant qu'elles se préparent et qu'elles mettent leur maillot de bain, leur short, leur veste, etc., Joe ou Christy sort son appareil photo et prend une photo de Michelle, donc clic-clac, alors qu'elle est accroupie en train de se préparer. Elles prennent également donc une photo de la vue sur la baie depuis le balcon alors que le soleil commence à se coucher. Après s'être préparées, elles rangent tout dans leur chambre, elles se rendent à leur voiture et Joe les conduit donc jusqu'à la rampe de mise à l'eau où elles se garent. Elles voient le bateau bleu et blanc et leur ami qui leur fait signe. Il est entre 20h30 et 21h lorsque les femmes montent à bord du bateau et que l'homme les amène au milieu de la baie. Alors on ne sait pas exactement ce qui se passe sur ce bateau sur l'eau. Maintenant, il y a certaines choses que l'on sait. Et ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'à un moment donné, leur nouvelle amie, entre guillemets, se retourne contre elles. Il les agresse toutes les trois. Puis, une fois qu'il a fini de les agresser, il les attache toutes. Il leur attache les chevilles et les bras dans le dos. Puis, il leur met une bande de ruban adhésif sur la bouche, pour ne plus les entendre pleurer et crier. Mais il ne leur bande pas les yeux parce qu'il veut qu'elles puissent voir ce qu'il va faire. Il va ensuite dans la cabine de son bateau et sort 3 parpaings de 15 kilos chacun, qu'il place sur le pont devant les 3 femmes, pour qu'elles puissent bien voir ce qui est en train de se passer. Après, il prend 3 longues cordes et il attache une extrémité de la corde à chacun de ces parpaings, donc 3 cordes sur 3 parpaings. Et une fois que chaque parpaing est solidement attaché à l'extrémité de ces 3 cordes, il fait un nœud coulant à l'autre bout de chacune des cordes. Il a donc 3 nœuds coulants et 3 parpaings. Il saisit une des filles, la met debout, lui passe le nœud coulant autour du cou, le resserre, s'approche du bord et la pousse avec son parpaing. Alors qu'elle lutte pour rester au-dessus de l'eau, les 2 autres femmes ou filles la voient se débattre. Elles la voient essayer de résister au poids du parpaing, et bien entendu, ça n'est pas possible, elle finit par céder et disparaître de la surface. À ce moment-là, l'homme attrape une autre des 3 filles, la met debout,
lui passe la corde au cou, la serre, l'amène au bord, la pousse dans l'eau avec son parpaing. Encore une fois, une des personnes qui reste, celle qui reste, immobilisée, ne peut que regarder et voir l'autre fille se débattre et finir par s'enfoncer et disparaître sous l'eau. C'est alors que l'homme saisit la troisième et dernière fille, la met debout, lui passe la corde au cou, la serre, puis la pousse du bord avec le parpaing. Et elle aussi finit par disparaître de la surface. Une fois sa mission meurtrière accomplie, l'homme fait demi-tour et regagne le rivage comme si de rien n'était. Le 4 juin, soit 3 jours après la mort des 3 femmes, leurs corps ont gonflé sous l'effet de la décomposition dans l'eau, et donc ceux-ci sont plus légers en quelque sorte et peuvent lever les parpaings et remonter à la surface. Les gardes-côtes sont alertés et les sortent de l'eau, mais en raison de la décomposition, de la chaleur de l'eau, etc., personne n'est en mesure de les identifier. Lors de l'autopsie, le médecin légiste trouve de l'eau dans les poumons des 3 victimes, ce qui donc confirme qu'elles étaient vivantes quand elles ont été jetées à l'eau. Quelques jours plus tard, lorsque la voiture de Joe et les notes qu'elle contenait sont retrouvées près de la rampe de mise à l'eau et que la police comprend que Joe et ses filles ont dû monter à bord d'un bateau avant de disparaître, la police fait donc le lien entre ces 3 disparus et les 3 corps non identifiés qui ont été retrouvés dans la baie quelques jours plus tôt. Le jour où la police fait ce rapprochement, elle appelle Hal dans l'Ohio et lui demande les dossiers dentaires de sa femme et de ses filles, et ces dossiers vont confirmer son pire cauchemar, toute sa famille a disparu. Les enquêteurs font analyser les écritures sur la brochure par des experts en graphologie. Ils constatent que les lettres T et Y ont une formation unique, ce qui a permis aux experts de déterminer que l'écriture n'appartenait ni à John ni à ses filles. Avec peu d'autres pistes, en fin de compte, les détectives ont décidé d'afficher l'écriture sur des panneaux publicitaires partout dans la région de Tampa, en espérant que quelqu'un allait reconnaître cette écriture. Il nous faudra attendre jusqu'en mai 1992 pour qu'une femme contacte la police après avoir vu ces fameux panneaux publicitaires. Elle affirme qu'elle reconnaît l'écriture comme l'écriture de quelqu'un qui s'appelle Oba Chandler et qui était un entrepreneur qui avait travaillé pour elle. Elle avait un reçu qui était signé par Chandler et les écritures correspondent totalement. Ce témoignage a été vraiment crucial pour établir un lien entre Chandler et le crime. La brochure trouvée dans la voiture de Rogers contenait également une empreinte palmaire, donc de la palme de la main, qui ne correspondait pas plutôt à celle des victimes. Et cette empreinte, une fois comparée à celle de Chandler, s'est révélée être un match. C'est bon. Cette preuve supplémentaire a donc renforcé le dossier contre lui, et donc après, le dossier a été très vite bouclé. Olo Chandler est soupçonné d'être un tueur en série. En 1994, il est reconnu coupable du meurtre donc des 3 femmes Rogers, mais il n'en a jamais assumé la responsabilité et n'a jamais manifesté de remords. Il s'est toujours dit innocent. Pendant près de 20 ans, Oba est resté dans le couloir de la mort sans recevoir une seule fois la visite d'un ami quelconque, d'un membre de la famille quelconque ou de qui que ce soit. Personne n'a jamais voulu voir où personne n'a jamais voulu revoir cet homme. Enfin, peu après 16 heures, le 17 novembre 2011, c'est-à-dire environ 22 ans après le meurtre des femmes Rogers, Oba est conduit dans la chambre d'exécution d'une prison de l'État en Floride. Après l'avoir attaché à un brancard, on écarte le rideau pour que les témoins de l'exécution puissent le voir, et à 16h08, Hal Rogers a assisté calmement, selon sa bonne habitude, depuis le premier rang, à la mise à mort par injection létale de l'homme qui avait ruiné sa vie, Oba Chandler. Alors, Oba Chandler est principalement connu pour ce meurtre, donc de John Rogers et de ses 2 filles, Michelle et Christy, mais il est également soupçonné d'autres meurtres et d'autres agressions. Il avait déjà un casier judiciaire bien chargé pour divers crimes, dont des vols à main armée et des agressions sexuelles. Les autorités ont émis que l'hypothèse que Chandler pourrait être impliqué dans d'autres meurtres, dans d'autres agressions qui n'ont pas été résolues, parce que le mode opératoire pouvait correspondre.
Il a été d'ailleurs lié à un meurtre non résolu d'une femme en 1990, quelques mois après le meurtre des Rogers. Cependant, on n'a jamais pu trouver de preuves définitives pour l'inculper dans d'autres cas. En résumé, bien que Chandler soit principalement connu pour le meurtre des Rogers, les autorités ont des raisons de croire que, en fin de compte, il pourrait être responsable d'autres crimes similaires, même si ces affaires n'ont jamais été officiellement élucidées ou reliées à lui de manière vraiment concluante. C'est donc pour ça qu'on dit qu'il est soupçonné d'être tueur en série, parce qu'on n'a en fin de compte jamais eu de preuves. D'après les analyses psychologiques de Chandler qui ont été faites, et que j'ai étudié un petit peu, on peut voir que là, on est en présence d'une personne qui n'a jamais montré de remords pour ses crimes, d'ailleurs qui s'en est toujours défendu, qui a toujours dit, malgré toutes les évidences, pas de sa faute, c'était pas lui. Et puis, il n'a jamais donc eu de remords, et ce qui est donc un trait typique, ou des traits typiques des sociopathes. Il utilisait son charme pour manipuler ses victimes, comme en témoigne son approche amicale et non menaçante avec John Rogers et ses filles avant de les attaquer, parce qu'elles ne seraient jamais venues le voir dans son bateau s'il ne s'était pas montré très gentil, très affable. D'après ce qu'on sait des autres agressions qu'il a commises, il pouvait se montrer vraiment très manipulateur et très gentil. Son casier judiciaire contient donc des crimes qui vont du vol à main armée à des agressions sexuelles et ses multiples arrestations d'ailleurs nous prouvent qu'on est en présence d'une personne qui n'a absolument rien à faire des normes sociales, des droits des autres, etc. Comme beaucoup de criminels psychopathes, Chandler pouvait se convaincre que ses actions étaient justifiées, ce qui lui permettait de continuer à commettre des actes violents et des viols, etc., sans ressentir de culpabilité. Et donc, comme je l'ai déjà dit, pendant les 17 ou 22 ans où Chandler a été dans le couloir de la mort, 17 ans, parce qu'il a été jugé dans les années 90, Chandler n'a jamais reçu de visite, aucune, pas même de ses proches. Personne ne veut être en contact avec cette personne, ce qui peut vraiment indiquer un isolement social extrême, une rupture totale avec son entourage, qui donc renforce son comportement antisocial et renforce la thèse qu'on est bien là en présence d'une personne qui souffre du trouble de la personnalité antisociale, donc un psychopathe ou sociopathe, comme vous voulez l'appeler. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce récit de l'ombre, et je vous retrouve dans quelques temps pour un récit suivant. À bientôt.